c'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Bon, je pense qu'il est temps de revenir sur les événements de la semaine dernière. En premier lieu, on va revenir pas à pas sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière, en l'occurrence les 2 matchs de l'Olympique de Marseille, et aussi en faisant un court passage vers le match qu'il y a eu juste avant, face au FC Nantes, où nous avons serré les fesses, comme on dit, et où dès ce match-là, on sentait qu'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient, comme je le disais dans un précédent TikTok, Twitch, TikTok, YouTube, etc., etc. On va se mettre directement dans le bain, j'ai pas envie de faire d'intro, de ci ou de ça ou quoi, etc. Ici c'est VPS Talk, on parle, on s'exprime, on dit les choses, et on essaye de faire en sorte que ça puisse faire du bien à tout le monde, hein, surtout à moi, forcément, parce que le but c'est que je puisse sortir tout ce que je pense actuellement de tout cela. Au fur et à mesure, vous entendrez des petites interventions d'un de mes compères, d'un de mes comparses, vis-à-vis de la situation de l'Olympique de Marseille, qui viendra du coup exprimer son point de vue aussi, c'est important que tout le monde puisse donner son point de vue vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, et qui viendra du coup voilà étayer un petit peu son ressenti à lui concernant ce qui se passe actuellement avec ce club-là. Premièrement, et avant toute chose, comme je disais, j'aimerais revenir du coup sur le match qui s'est passé face à Nantes, et aurait dû nous avertir quant aux velléités offensives de l'Olympique de Marseille, quant à la fatigue de l'Olympique de Marseille. J'aimerais du coup, forcément, exprimer le fait que dès ce moment-là, on aurait dû comprendre qu'il y avait un problème, dans l'équipe, que l'équipe recommençait à jouer comme si elle était entraînée par Gattuso, que l'équipe recommençait à retomber dans ses travers, et que le feu de paille qu'on avait vu, qu'on avait cru apercevoir pendant quelques temps, n'était qu'en fait, oui, un très beau feu de paille, mais un feu de paille quand même. Cela étant dit, passons rapidement et passons directement au match face à Villarreal, ce Villarreal OM que j'ai vécu du coup en live, évidemment, pour le travail, forcément. Analyser pour ma personne et pour le travail, et faire en sorte que des choses puissent transparaître, et j'ai vu pas mal de choses très inquiétantes du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, j'ai la compo sous les yeux, je ne comprends pas comment Jean-Louis Gasset, avec toute l'expérience qu'il a pu mettre une équipe aussi défensive face à une équipe qui voulait forcément jouer haut. Jean-Louis Gasset a voulu jouer le contre face à une équipe qui allait comme ça jouer haut, et d'un autre côté, face à une équipe qui joue forcément en 4-3-3. Parce que justement, s'il part du principe qu'il joue en 4-3-3, ça veut dire que voilà, l'entièreté du terrain va être prise en compte, mais que d'un autre côté, tu vas faire en sorte que les ailes vont être les endroits les plus utilisés. Et c'est ce qui a été le cas, et c'est ce pourquoi un certain Gonçalo Guedes nous a fait beaucoup de mal, et pourquoi un Etienne Capoue aussi nous a fait beaucoup de mal. Parce que ces deux joueurs-là qui étaient, bon, certes un peu plus axial dans le jeu, nous ont causé pas mal de soucis, parce que du coup, en jouant à 3 derrière, et avec du coup ces deux joueurs-là, en l'occurrence de base, Etienne Capoue qui n'est pas forcément un joueur en validité offensive, qui là du coup était positionné de manière un peu comme si c'était un 10, hein, parce que voilà, Marcelino a joué en 4-2-1-3, et ben en fait tu te rends compte que t'avais 4 joueurs offensifs contre 3 joueurs défensifs de la part de Marseille. Ce qui a donné lieu à un surnombre quasiment permanent, à des offensives à chaque fois qui amenaient quelque chose, et à chaque fois qui se terminaient par une occasion, par un tir ou par un but, comme ça l'a été trop souvent. De l'autre côté, tu pars du principe que tu vas le laisser jouer du coup dans un fauteuil. Pourquoi ? Parce que dans ton triangle, on va dire ça, un trio au milieu, tu alignes un certain Azzedine Ounahi. Ounahi qui, lui aussi, a besoin de jouer dans un fauteuil, en l'occurrence en 6, comme tu l'as plus ou moins excellé dans certains matchs précédemment. C'est-à-dire que devant la défense, dans un poste où voilà, il peut, comme j'avais déjà dit, prendre le ballon, le laver, comme on dit, et après le ressortir proprement, lançant des petites transversales, des petites passes courtes, des appuis remises, etc. Comme il le fait bien avec Harit, etc., etc. Néanmoins, pour que cela puisse se passer, il faut que ce joueur-là, du coup, puisse être mis dans les meilleures dispositions. Et donc, oui, ça peut être intelligent de se dire, bah oui, mais je vais mettre Ounahi dans ce sens-là avec Kondogbia Verito à côté. Sauf que, si tu fais cela, tu prends aussi en compte le fait que, derrière, tu vas forcément ne pas subir la pression. Or, si tu penses que tu ne vas pas subir la pression, dans un schéma de jeu comme celui-là, face à une équipe qui veut jouer sa qualification, ce n'est pas possible. Donc c'est une méconnaissance basique du football, en fait. Basique du football. Par ailleurs,
tu mets un Kondogbia qui n'est pas encore à 100%. Alors oui, tu vas me dire que t'es obligé parce que t'as pas pris Onana, etc. etc. Et t'as pas gagné non plus. Admettons, je suis d'accord. Mais tu mets du coup un Kondogbia comme ça qui va devoir du coup gérer plus ou moins seul les tâches défensives au milieu de terrain, parce que Vertu a un poste un peu plus offensif que Kondogbia, et Kounaï a un poste, bref. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu vas donner, du coup, tu vas responsabiliser un joueur là qui n'est pas à 100%, et on l'a vu, son match est encore une fois très très compliqué, dans l'abord, dans l'abattage, et dans tout le côté physique de la chose. Mais d'un autre côté, tu me dis quoi? Tu me dis que, bah, tu vas aligner du coup une défense à 3, en l'occurrence avec une plus grande assise défensive, on va pouvoir se dire. Parce que t'as les titulaires, plus ou moins. T'as Balerdi, Mbemba et Meïté. Meïté qui est d'ailleurs très intéressant depuis quelques temps, donc c'est intéressant pour lui et c'est intéressant pour nous. Mais du coup, tu vas faire tout ça, mais d'un autre côté, tu vas te dire, bah oui, mais, tiens, si je jouais à 5, 6 derrière, donc en l'occurrence, tu joues dans ton camp. Donc toute la projection que pouvait apporter un Kondogbia dans le côté défensif, parce qu'encore une fois, un milieu défensif, c'est pas qu'un milieu qui va défendre, c'est un milieu qui va défendre, garder le ballon et le relancer, encore une fois, et bah tout le côté défensif de Kondogbia va être réduit à néant. Parce que tu le fais jouer trop bas par rapport à son abattage naturel. Preuve en est, l'Atlético Madrid, quand il a joué dans ses grandes heures à l'Atlético Madrid, tout le monde peut croire que oui, mais l'Atlético, ils font que défendre, ils font que ci ou ça. La différence, c'est que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que l'Atlético ne fait pas que défendre. L'Atlético défend en avançant, c'est ça leur plus grande force. C'est que l'Atlético va chasser l'ennemi, ils vont chasser les joueurs. Et c'est pour ça que les meilleurs joueurs de l'Atlético sont des joueurs qui vont chasser, justement. Un Koke, un Marcos Llorente, un Griezmann, un attaquant qui défend énormément, qui va chasser le joueur. Tous ces joueurs-là, en fait. Tous ces joueurs-là sont des joueurs qui vont chasser l'ennemi, dans un sens. Ce que Diego Simeone essaie de faire. Tu enlèves tout ça à Kondogbia, tu veux dire que tu lui dis juste, non, tu défends dans notre camp. Et bah donc forcément, il va y avoir des difficultés. Parce que ça veut dire qu'il est le seul à défendre. Parce que Vertu va certes courir un peu partout, va essayer d'eux, mais si lui-même court un peu dans le vide, et bah forcément, ça va être facile de le passer. Unai ne fait pas le tâche défensive. À un moment donné, il faut arrêter de me sortir, oui, mais tu sais qu'Unai... Non, faut arrêter. Unai ne fait pas de tâche défensive. C'est pas grave, il faut être honnête, mais dans ton milieu à 3, tu as déjà un milieu à 2. Et dans ton milieu à 2, tu as un mec qui court un peu partout et un mec qui défend. Donc un milieu à 1. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et pareil, tu fais une défense à 5. Une défense à 5, plus ou moins, ou un milieu à 5, comme tu le sens, prévaut que derrière, et tu vas avoir du coup un impact sur les ailes. Admettons, oui. Mais si ton impact sur les ailes repose exclusivement du coup sur tes pistons, parce que derrière, Sarr veut jouer dans l'axe, ça a été dit, il a dit, forcément c'est normal, parce qu'il faut quand même une personne dans l'axe, et à côté tu mets Ndiaye, admettons. Je reviendrai après là-dessus. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est que sur les côtés, du coup, tu mets 2 flèches, on va dire ça comme ça, mais si tu joues à 5 derrière, quand est-ce que tu utilises ces flèches? Parce que là, je suis désolé, hein, on n'était pas dans une défense, dans un milieu à 5, on était dans une défense à 5. Donc, 5 défenseurs, Merlin, Balerdi, Mbemba, Meïté, Klose, un milieu défensif, un 8 plus ou moins, et un autre 8 un peu plus offensif, admettons. Quoique, ça dépendait de comment on travaillait. Mais donc, ça veut dire que devant, tu n'as que 2 joueurs à vocation offensive. Quoique, 1,5, plus ou moins. Pourquoi? Parce que pareil, Sarr, d'accord, tu te dis, bah, l'équipe adverse va vouloir jouer très offensivement, donc tu vas vouloir utiliser ces espaces. Tu utilises du coup la profondeur, le côté, l'abattage offensif de Sarr. Très intéressant, c'est normal, c'est logique. Mais si tu fais ça, il faut qu'il soit accompagné. Je pense que le but de Gasset, c'est de se dire, voilà, ils vont attaquer, forcément, Kondogbia récupère, lance Vertu, Vertu fait une longue passe, admettons, pour Ndiaye, Ndiaye contrôle, fait ce qu'il a à faire, passe pour Sarr qui aura fait du coup un sprint, but. C'est logique, facile, pas compliqué à comprendre. Mais si tu prévois ça, ça veut dire que derrière, tu défends en avançant. Tu défends pas derrière à 11 en te disant, bah si tu récupères la balle, comment tu fais? Parce que le football, c'est aussi le pressing et le contre-pressing. Et donc quand tu perds la balle au milieu de terrain, ou quand tu perds la balle surtout dans tes 15 derniers mètres, l'adversaire va pas te laisser relancer. Il va te presser jusqu'à ce que... Limite des Marseillais, parce que dès qu'une équipe est un peu plus forte, dès qu'une équipe leur rentre dedans, met de l'intensité,
y a plus personne et tu vois les limites de notre équipe cette année. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ce que les gens ne comprennent pas et ne se rendent pas compte, en fait. C'est que tous ces problèmes-là, en fait, sont matérialisés dans un schéma de jeu qui a été mal fait de base. Mal fait de base. Alors oui, tu t'en sors. Oui, tu t'en sors parce que derrière, tu te dis, tu trouves des opportunités. Aubameyang fait une très bonne rentrée parce que d'ailleurs, encore pareil aussi, j'aimerais en parler de ça. Mais à un moment donné, mi-temps, il n'y a qu'un 0. 1-0 à la mi-temps, tout va bien. Tout va bien. Tu fais sortir deux joueurs qui n'ont pas forcément été très bons, qui ont manqué peut-être un peu de justesse, un peu, surtout, forcément, de ballon. Tu les fais sortir par deux joueurs titulaires qui vont devoir rejouer après le dimanche contre Rennes, en étant titulaires justement. Pourquoi? Il n'y a que 1-0. Ils doivent marquer encore 3 buts pour remonter. Il n'y a aucune utilité à faire ça en fait. Aucune utilité à part saper le moral et encore une fois casser la motivation des joueurs. Moi j'aimerais juste comprendre quelque chose en fait. J'aimerais comprendre, si tu fais rentrer Aubameyang, quand bien même il est incroyable en ce moment, et ce bon vieux Minarit, c'est que derrière tu as une idée, tu te dis quelque chose dans le sens où ils vont jouer plus ou moins pareil. Arrive qui fait le travail d'NDI, dans la récupération, la projection vers l'avant, etc., etc. Et surtout Aubameyang qui va jouer sur la vitesse. Mais tu ne changes pas ton schéma de jeu. Tu ne changes pas ton schéma de jeu. Tu restes dans ce 5-3-2 qui ne t'amène aucune assise défensive, aucune assise au milieu de terrain, aucune assise offensive. Et le problème, c'est que dès l'instant où tu fais penser aux joueurs, parce que c'est ça en fait, Le football, il a changé. le football, les amis, c'est 90% de mental. Le nombre de footballeurs qui sortent du football et qui changent complètement de vie, qui changent, qui deviennent gros, qui font ci, qui font ça, qui changent complètement de morphologie même. Le football, c'est du mental, les amis. Et si un footballeur n'est pas dans les bonnes dispositions pour comprendre qu'à un moment donné, là, ce match-là, il va le gagner, pas il doit, il va le gagner, le joueur de foot va forcément se dire qu'il y a une chance de perdre. L'annihilation de toute autre idée que la victoire dans le football est une preuve d'échec. Regardez les grands entraîneurs de football, des Guardiola, des Klopp, des Bielsa même forcément, des grands entraîneurs qui avaient tous une philosophie de jeu qui reposait dans tous les cas, dans le fond, sur un élément simple, la défaite n'est pas envisageable. Bielsa, annihilation complète, le football total. Le football total. Pas de place au hasard, total. Tu viens, tu marques, tu gagnes. Peu importe si tu t'en prends 5 ou 6, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. C'était Gignac qui disait ça, il me semble. Le but, c'est de marquer le plus de buts que l'adversaire. C'est tout. C'est pour ça que ça nous a donné lieu à des matchs, des 6-3, ou etc. Jürgen Klopp, un pressing total. Tu ne laisses pas l'adversaire respirer pour ne pas qu'il puisse imaginer marquer un but. Le pressing avant tout. Tout le monde ensemble. On fait des efforts. On avance, on fait des choses. Et enfin, ce bon vieux Pep Guardiola. Tu ne comprends pas ce qui se passe. T'as déjà pris 3 buts. Tu ne sais pas où est la balle, tu ne comprends pas. D'un côté, à l'autre côté. Oui mais non, en fait De Bruyne au milieu. Ah bah non, parce que Bernardo Silva, Haaland, but, qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà reparti? Merde, c'est trop tard. Mais on va m'expliquer que non, il faut encore une fois comprendre que le football, c'est avant tout un aspect, voilà, l'amitié, c'est de l'entraînement, les coups de pied arrêtés, tu vois, il faut comprendre ce football-là. Non! Je repars dans mes travers, mais non! Le football, c'est du mental. Si ce n'est pas le mental, à un moment donné, il faut comprendre que tu ne peux pas faire tous ces efforts-là pour après me dire non, mais vous savez, on s'est qualifié, voilà, tout va bien, on va jouer contre le Benfica, on est en quart de finale, c'est intéressant, c'est bien pour les joueurs, on a dormi à la commanderie. Je m'en fous. On va revenir très rapidement sur le match contre Rennes, mais c'est de la même chose, c'est la même bouillie en fait. Jouer cette match en 24 jours, ce qui est beaucoup certes, mais pour une équipe comme l'OM, on est censé capable de jouer 3 jours, 2 matchs par semaine. Et Rennes a mis beaucoup plus d'intensité que nous, et ça s'est vu sur le match et qu'on a perdu logiquement. Donc lors du débat qu'on avait fait sur Discord avec Martin,
J'avais dit que l'OM ne terminerait pas européen à l'issue de la saison et je persiste et je signe que je pense que l'OM ne sera pas européen la saison prochaine. Mais c'est la même bouillie en fait. Contre Rennes, tu repasses à 4 derrière. En 4-2-3-1 plus ou moins. Ok. Donc, encore une fois, Harit n'est plus dans le cœur du jeu. Quand bien même il n'est pas mauvais. Mais tu délocalises Harit à gauche pour mettre Ndiaye. Ndiaye qui, encore une fois, retourne dans ses travers. Je ferai un TikTok par rapport à lui parce que j'ai pas mal de choses à dire aussi, très rapidement, mais que j'ai besoin de sortir. En fait, il faut te rendre compte d'un truc. L'Olympique de Marseille, c'est pas une question de dispositif, de formation, de tu vas jouer ici, tu vas jouer... C'est une question de mental. Pourquoi on a gagné tous nos matchs précédents contre Clermont, contre les Civils? Oui, mais c'est les petites équipes ou quoi? On a mis 4-0 à Villarreal. Pourquoi tout le monde nous dit, oui, mais c'est des dispositifs, c'est ci ou ça? Parce qu'à aussi, à un moment donné, il faut se rendre compte que si tu mets un joueur créateur à gauche avec un autre joueur créateur dans le centre, ils vont se marcher dessus. Parce qu'en fait, là, si tu fais ton 4-3-1, t'as un meneur de jeu plus ou moins excentré, un meneur de jeu axial, un milieu axial si tu préfères, et un ailier droit. Donc là-bas, c'est désorganisé. Face à ça, tu as une équipe qui est très bien rodée, qui joue en 4-1-4-1. C'est simple, c'est basique en fait. C'est simple. C'est-à-dire que tu as 4 personnes qui vont défendre, un mec qui va garder le milieu de terrain au cas où, une sentinelle, et 4 défenseurs. C'est pas plus compliqué que ça. C'est limite un 4-4-2 avec Blas qui redescend, avec Bourigeaud qui redescendait on va dire un 4-2-3-1 plus ou moins, mais tu ne peux pas, et encore oui, même un 4-4-2 parce que Tari était plutôt, bref, vous avez compris. Mais tu ne peux pas me dire décemment que cette équipe ne comprend pas ou n'est pas bien gérée, alors que tu regardes le match et que derrière ça, et en fait, c'est pas que c'est pas bien géré en fait, c'est que l'organisation n'est pas normale. Il y a des problèmes un peu partout. On essaie de combler les brèches en se disant ça va, tout va bien. Mais ça ne va pas en fait. Parce que cette équipe est malade. Cette équipe est malade en fait. Il y a un problème mental dans cette équipe qui ne sera pas réglé. Là, on va jouer contre le PSG, contre Lille. On va faire les 2 matchs aussi contre Benfica. On va jouer contre Nice. Oui, on est invaincu à domicile, mais frérot, on en reparle dans 2 semaines si tu veux. Et là, je finirai sur ça, parce que là, la vidéo va être trop longue, encore une fois. Là, ça me dit, oui, mais tu comprends, les joueurs étaient fatigués. Klose qui dit, après le match, en vrai, pas plus mal que la défaite arrive maintenant, comme ça, au moins, après, on part en trêve se reposer. Se reposer de quoi? Tu me dis que tu vas te reposer alors que tu vas aller en équipe de France, mon copain, et que t'arrives tout sourire. Vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi, c'est normal, mec. C'est une dinguerie, ça. À un moment donné, c'est pas normal tout ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Moi, tout ce que je veux, c'est de la discipline, du cadre, en fait. Et que si on perd, ce soit normal parce qu'on a fait trop d'erreurs. Si on gagne, c'est normal parce qu'on a fait pas assez d'erreurs. Ça, c'est bien. Mais que pas qu'il se passe ce qui se passe là actuellement. Je veux de la cohérence. Ce que tout le monde veut, de la cohérence. Qu'on arrive tous ensemble à faire les choses pour faire en sorte que ça aille quelque part. Bref, encore une fois, la vidéo est très longue et quand j'ai des choses à dire, il faut que ça vive. C'est la vie, c'est normal. Mais voilà. Passez une bonne soirée, une bonne journée et je vous laisse. Ciao!